On disait que l'Iran ne tiendrait pas, mais il résiste toujours. Certains analystes jugent même sa puissance militaire intacte, contrairement aux prévisions. La Chine a récemment importé pour 9000 milliards de won de pétrole brut. Examinons la situation. La guerre entre les États-Unis et l'Iran n'a pas abouti à un accord mettant fin à la guerre, et le conflit se poursuit depuis plus de 140 jours. Récemment, alors que les tensions persistent entre les États-Unis et l'Iran a attaqué une base américaine en Jordanie, causant la mort de 2 soldats américains, et la disparition d'un autre. À ce jour, 16 soldats américains sont morts, et plus de 430 ont été blessés. L'Iran a également montré au monde entier qu'il était encore capable de poursuivre la guerre. Au début de la guerre, Ali Khamenei et les hauts dirigeants ont été décimés, provoquant un vacillement. Mais aujourd'hui, l'Iran prend le détroit d'Ormuz en otage et utilise des stratégies asymétriques pour poursuivre efficacement la guerre contre les États-Unis. Un reportage du New York Times indique que l'attaque iranienne contre les forces américaines en Jordanie montre que l'Iran possède encore assez de missiles et a amélioré sa capacité à contourner la défense aérienne américaine. Cette fois, le président Trump a déclaré lors d'une interview avec Fox News que la capacité militaire des gardiens de la révolution iranienne avait diminué de 90%, en précisant que leur principale force, notamment les drones, les missiles et les lanceurs, avaient subi des pertes importantes. Il a ajouté que même en cas de guerre totale, il serait désormais impossible pour l'Iran de répondre autrement que par des raids aériens de guérilla contre les navires marchands traversant le détroit d'Ormuz. Même en guerre totale, l'Iran ne peut réagir que par des raids aériens de guérilla contre les navires marchands dans le détroit d'Ormuz. Cependant, le Guardian britannique a rapporté des informations différentes de celles avancées par le président Trump, en citant une évaluation des renseignements américains ayant fuité. Selon cette évaluation, en mai dernier, l'Iran avait gardé environ 70% de ses stocks de missiles et lanceurs par rapport à avant la guerre, et restauré 30 des 33 sites de lancement de missiles dans la région du détroit d'Ormuz. Il a été suggéré que, malgré les frappes aériennes prolongées des États-Unis et d'Israël, il pourrait ne pas avoir éliminé entièrement la principale composante de la force de missiles iranienne. Il a aussi été constaté que l'Iran maintient sa capacité de frappe par missile, car ses installations souterraines et sites de lancement dispersés ont été restaurés plus vite que prévu. Ce point de vue se distingue des explications officielles des États-Unis, et attire d'autant plus l'attention. De plus, la méthode d'attaque de l'Iran est très sophistiquée. L'Iran a constamment répété la tactique consistant à envoyer d'abord plusieurs vagues de drones, qui sont moins coûteux, plutôt que de lancer massivement des missiles balistiques dès le début. Le réseau de défense aérienne doit intercepter toutes les cibles, donc plus les attaques de drones durent, plus les missiles intercepteurs et les moyens de détection s'épuisent vite. Après avoir ainsi exercé une pression continue sur la capacité de défense de l'adversaire, l'Iran lance des missiles balistiques au moment où la capacité de réaction du réseau de défense aérienne diminue. Il a suggéré que cette tactique soit apparue sur le champ de bataille. Il a aussi indiqué que la base aérienne jordanienne, où des soldats américains ont péri, a été attaquée 4 fois en 5 jours. Lors de ce processus, des dizaines de soldats américains ont été blessés et plusieurs hélicoptères endommagés. Après de nombreuses attaques de drones ayant sollicité le système de défense aérienne, celui-ci n'a peut-être pas pu intercepter complètement l'attaque suivante de missiles balistiques. Malgré leur puissance militaire, les États-Unis ne peuvent pas considérer leur mission comme terminée du seul fait d'avoir pris l'avantage militaire, car leurs objectifs diffèrent fondamentalement de ceux de l'Iran. Ce qui explique pourquoi l'Iran tient plus de 140 jours. Ils doivent assurer la sécurité des navires civils traversant le détroit d'Ormuz et permettre un transport pétrolier international ininterrompu. Et ce n'est pas tout. Ils portent également le fardeau de devoir défendre, avec leurs alliés du Moyen-Orient, les ports, les raffineries, les installations de stockage, les bases militaires et même les infrastructures énergétiques. Pour atteindre ces objectifs, il faut déployer à long terme non seulement un groupe aéronaval, mais aussi des ravitailleurs aériens, des avions de guet aériens, des systèmes de défense aérienne et même des forces navales de surveillance, ainsi qu'un large éventail de ressources. Sur une longue période, surtout dès qu'une zone de défense s'affaiblit, l'Iran peut en profiter, ce qui oblige les États-Unis à gérer simultanément une vaste région. L'Iran vise des objectifs plus réalistes et agit en ce sens, sans chercher à bloquer totalement le détroit d'Ormuz ni attaquer tous les navires. En utilisant des drones, des missiles de croisière, des mines et des vedettes rapides pour menacer de façon intermittente, il suffit de donner l'impression que les cargos ou les pétroliers ne sont pas en sécurité pour obtenir un effet considérable. Le secteur maritime peut modifier sa route ou suspendre ses activités si le risque augmente, et les primes d'assurance peuvent fortement augmenter. Ces changements influencent aussi le coût du transport international du pétrole et la chaîne d'approvisionnement, si bien que pour l'Iran, même des actions militaires limitées ont des effets stratégiques majeurs. En plus de cela,
L'Iran a réorganisé ses forces armées depuis longtemps afin de renforcer sa capacité à soutenir une guerre prolongée. L'Iran a constaté que les États-Unis et Israël ont déjà fait de l'élimination du haut commandement et de la paralysie des réseaux de commandement et de contrôle une stratégie clé en Irak et en Afghanistan, et il a envisagé que cette stratégie puisse aussi le viser. L'Iran a donc dispersé son système de commandement sur plusieurs niveaux pour permettre aux commandants de prendre le relais si les supérieurs sont éliminés. Il a aussi élargi l'autorité des commandants sur le terrain afin d'assurer la continuité des opérations, même sans communication avec le commandement supérieur. Dans une telle structure, même si une partie de la direction est éliminée, la capacité opérationnelle de l'ensemble de l'armée ne s'effondre pas d'un coup. Ainsi, même si les États-Unis et Israël continuent de frapper le commandement, l'armée iranienne peut poursuivre le combat autour des unités restantes, et c'est aussi la raison pour laquelle leur volonté de résistance ne faiblit pas facilement. De plus, une nouvelle qui pourrait être un fardeau pour les États-Unis a également été rapportée. Après la levée du blocus maritime américain, l'Iran a exporté en un mois vers la Chine du pétrole brut pour jusqu'à 6 milliards de dollars, soit environ 8 940 milliards de wons. Cela signifie que l'Iran, qui traversait de grandes difficultés en raison de la guerre et des sanctions économiques, a pu obtenir d'importantes devises étrangères en peu de temps. D'après le Wall Street Journal, 10 jours après la fin du blocus américain, une vingtaine de pétroliers iraniens ont commencé à se rendre vers la côte est de la Malaisie. Mais ce n'était pas leur destination finale. Les navires pratiquaient le transbordement en mer, transférant le pétrole vers d'autres pétroliers à environ 70 km de Johor, en Malaisie. On estime que le pétrole brut, dont la route de transport a ainsi été modifiée, a ensuite été acheminé vers des raffineries privées de petite taille, appelées teapot, situées dans la province du Shandong, en Chine. Cette méthode complique aussi le trajet du pétrole brut et son suivi. La Chine reste le principal acheteur de pétrole brut iranien. Selon Associated Press, la Chine achète environ 90% des exportations iraniennes de pétrole brut, principalement via de petites raffineries privées dites teapot, plutôt que par les compagnies de raffinage d'État. Les grandes entreprises publiques et principales banques chinoises, liées au système financier américain, doivent considérer le risque de sanctions, contrairement aux petites raffineries privées, moins concernées par ces contraintes. C'est pourquoi il est rapporté que le pétrole brut iranien continue d'être échangé principalement par ces entreprises. Le Wall Street Journal estime que ces exportations massives de pétrole ont grandement soulagé l'économie iranienne. Malgré une charge financière accrue due aux opérations militaires et sanctions, l'analyse montre que la vente de pétrole a permis à l'Iran d'obtenir des devises, de maintenir ses finances et de poursuivre partiellement ses activités militaires. Du côté des États-Unis, la stratégie visant à couper les ressources financières de l'Iran par la pression économique ne produit pas les résultats escomptés aussi rapidement, ce qui ne peut qu'accentuer la pression sur Washington. Le New York Times a estimé que, dans la deuxième phase récemment relancée, la stratégie des États-Unis n'est pas encore clairement apparue. Malgré les offensives, frappes aériennes et blocus maritimes, il n'y a pas de stratégie claire sur le moment et la manière dont les États-Unis veulent amener l'Iran à négocier. Un point clé est apparu lors de la première phase de la guerre, avant le cessez-le-feu. La marine iranienne a subi des pertes considérables, mais son influence sur le détroit d'Ormuz ne s'est pas affaiblie autant qu'on l'avait prévu. Malgré la diminution de la puissance navale, l'environnement dans lequel les navires passant par le détroit et les pays voisins restent constamment sous tension est resté inchangé, ce qui diffère des résultats attendus par les États-Unis. Pour cette raison, le New York Times a suggéré que cette fois-ci, les États-Unis pourraient ajuster leur stratégie en cherchant à ébranler directement la base de contrôle du détroit d'Ormuz, plutôt que de s'attaquer uniquement à la marine iranienne. L'île de Kharg est de nouveau mentionnée. L'île de Kharg, point clé pour l'exportation du pétrole brut iranien, est jugée stratégique. La contrôler ou la paralyser nuirait directement à l'économie iranienne, mais une telle opération comporte aussi de grands risques. Par le passé, l'armée américaine avait également envisagé d'occuper l'île de Kharg, mais cette opération n'a pas été menée en raison des craintes de pertes humaines importantes. Des pertes sont possibles lors du débarquement, et des forces de défense devront être maintenues après l'occupation. De plus, l'Iran juge cette région stratégique et devrait opposer une forte résistance. Le gouvernement américain pense que le temps joue en sa faveur, n'est-ce pas? Un blocus maritime renforcé réduira les exportations de pétrole iranien, diminuant ses recettes en devises et accentuant la pression économique. Le New York Times a indiqué que l'issue de la guerre ne dépendra pas seulement de la force militaire. L'enjeu central est de savoir qui tiendra le plus longtemps. L'administration Trump, sous pression politique à cause de la hausse du pétrole, ou la direction iranienne, sous pression financière, liée à la baisse des exportations. Plus la guerre se prolonge, plus les coûts augmentent, pour les deux camps. Ainsi, il devient de plus en plus probable que l'endurance, englobant non seulement les affrontements militaires mais aussi l'économie, la politique et l'opinion publique, déterminera l'issue du conflit.